Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivet. Ça va Damien? Ça va Nicolas, ouais, super. Ah oui, on va avoir nos deux qui vont fumer aujourd'hui. Absolument, et c'est notre dernière semaine, hein, donc évidemment on vous a gardé une énorme programmation pour cette dernière semaine avec notre invité du jour, c'est un artiste de la brique. Et pourtant il ne travaille pas dans le BTP, non, sa brique à lui, elle est en plastique et pas uniquement de couleur orange, devenu l'un des rares constructeurs au monde homologué et certifié par la marque Lego. Il vit aujourd'hui de sa passion et la partage avec les téléspectateurs dans une nouvelle saison de Lego Masters qui s'annonce une nouvelle fois très intense. Bonjour Georges Schmitt, ravi d'être avec vous. En tant que fan de Lego, je vous accueille comme un dieu, hein, qui vous vénère bien sûr, et notamment parce que ce soir à 21h10, M6 lancera la 5e saison de Lego Masters. Ça démarre ce soir, présenté par Eric Antoine. Vous êtes l'un des deux Brickmasters du programme, c'est-à-dire l'un des experts, hein, qui jugent les candidats, et il paraît que vous êtes au Lego ce que Mbappé est au foot. C'est pas moi qui le dis, c'est Eric Antoine, hein, qui l'a dit lui-même. Est-ce que c'est vrai, Georges? Êtes-vous le Mbappé du Lego? Oh, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye de mon mieux. Vous êtes un bon niveau quand même, hein. Ah oui, je pense, oui. C'est-à-dire, si la marque me fait confiance et si la production aussi, c'est que certainement je dois avoir les valeurs nécessaires. Alors, vous faites partie de ce cercle restreint, celui des constructeurs certifiés par Lego dans le monde. Il y en a une vingtaine, hein, je crois, c'est ça à peu près ce que vous m'avez dit. Effectivement, aujourd'hui, une vingtaine. Une vingtaine. Comment est-ce qu'on accède à ce statut privilégié de constructeur certifié Lego? Alors les critères aujourd'hui sont toujours les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire une collaboration étroite avec la marque, un savoir-faire qui est primordial en termes de technicité, de référence des pièces, de pouvoir jouer, créer et surtout de pouvoir émouvoir le public. C'est très important ça. Et ensuite il y a une période d'essai de 2-3 ans avec la marque. Ah, c'est assez long quand même. Oui, qui vous valide et qui regarde ce que vous faites comme construction, vos activités sur le terrain. Une fois que ce process est validé, vous obtenez la licence définitivement. Vous avez le droit aussi de porter ce logo. Ah, c'est une forme de contrôle continu finalement. Vous avez un jury d'experts. Est-ce que ce sont eux-mêmes, ce sont déjà des professionnels certifiés qui vous jugent et qui vous adoubent à un moment donné, c'est ça? En fait, c'est des professionnels de la marque qui observent ce qui se passe à l'extérieur, même dans les communautés des fans, des constructions qu'ils font, des activations, des activités de construction. Et c'est parmi tout ça en fait qui jugent ceux qui sortent un peu du lot. Et ensuite, parmi ces personnes-là sont sélectionnés des gens qui font un peu plus des choses extraordinaires, qui sortent du commun, des maquettes géantes, qu'ils ont besoin, eux, pour leur communication, pour des nouveautés, des produits, mais aussi leurs partenaires, comme des marques de constructeurs de voitures qui ont besoin d'avoir des modèles XXL sur un salon, un mondial de l'auto, ou pour un nouveau film. Et là, c'est nous qui intervenons. À ce moment-là. Et c'est donc votre job à part entière aujourd'hui, c'est ça? C'est un job à plein temps. À plein temps. Avec une bonne équipe qui me suit derrière, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Ça rapporte bien d'être constructeur certifié Lego, oui? On est plutôt bien payé? Non, pas du tout. C'est vrai, non, pas tant que ça. Quand on regarde nos heures de construction, nos heures de travail, effectivement, il y a beaucoup de travail. Mais bon, ça mérite son salaire. Mais est-ce que vous avez accès à des Lego gratuitement? C'est quand même important. Pas du tout. Non, c'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Lego vous envoie pas des milliers de pièces ou ce genre de choses? C'est pas Lego qui nous envoie, on commande directement à l'usine et on est contraint de commander quand même des palettes entières de briques. Ça veut dire, nous, ça n'arrive pas en boîte comme vous pouvez acheter dans le commerce. Nous, on prend une référence et on la commande par 10 000, par 100 000. Oui, c'est ça. Pour avoir des grosses quantités. Ça veut dire, demain, vous m'appelez, vous me dites, j'ai un salon dans 2 semaines, j'ai besoin d'une statue géante d'une star. Nous, on le fait parce qu'on a un stock aussi de presque 30 millions de pièces derrière. 30 millions de pièces. Et c'est notre job de faire ça. C'est pas mal, effectivement, hein, Damien. Et votre garage suffira pas. Ah non, ça je comprends bien. Allez les entreposer. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va évoquer cette saison 5 très attendue de Lego Masters qui débute ce soir sur M6. On parlera aussi de votre incroyable parcours, Georges. Ce sera juste après les news médias. Ça va? Vous êtes prêt, Damien? Plus que jamais. On y va, c'est tout de suite. Et on démarre ces news avec Matt Pokora qui s'apprête à endosser un nouveau rôle pour TF1. Oui, le chanteur va s'éloigner quelques jours de ses bases musicales afin de se consacrer pleinement au tournage d'une nouvelle fiction qui sera diffusée la saison prochaine sur TF1 dans le téléfilm historique Oradour ne m'oublie pas. Matt Pokora va se glisser dans la peau d'un officier des forces françaises libres parachuté près d'Oradour le 5 juin 1944, quelques jours avant le massacre d'Oradour-sur-Glane qui aura coûté, on le rappelle, la vie à 642 habitants assassinés par la Panzerdivision SS
Place Reich. Son personnage Philippe Gerbier donnera la réplique à Caroline Anglade, hein, qui jouera son amour de jeunesse, qui avec sa fille va devoir fuir un mari violent. Alors ce n'est pas la première fois que le chanteur devient acteur, on le rappelle, en 2019, il avait joué un premier rôle masculin dans Le Premier oublié, qui était, on se souvient, qui était consacré à la maladie d'Alzheimer. Voilà, absolument. Et Muriel Robin et Matt Pokora avaient à l'époque rassemblé tous les deux plus de 6 millions de téléspectateurs. C'était un véritable succès en première partie de soirée. Et absolument, et je suis sûr qu'Oradour-sur-Glane marchera également très bien. Alors c'est vrai qu'un chanteur peut devenir acteur, et un brickmaster peut avoir également été inspecteur. Parce que on découvre, en regardant votre parcours, qu'avant de devenir un professionnel du Lego, vous avez travaillé dans la police, Georges. Et oui, c'était arrivé. Comment c'est arrivé? Vous étiez en dépression, non? C'est ça, vous avez... Non, en fait j'étais ingénieur radio-télécom. Il y a eu un certain ministre à l'époque, Jospin, qui avait augmenté une licence d'exploitation à des milliards. Et du coup, c'était la catastrophe. Et puis un jour, j'ai dit, bon, concours de la police nationale, gardien de la paix. Je suis allé, j'ai réussi. 3 mois plus tard, j'étais à l'école de police. Je suis resté presque 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans. Et pour mes heures de libre, entre autres, j'ai pu concevoir des maquettes, augmenter ma passion là-dedans. Et ça me permettait surtout de m'extérioriser de tous les soucis qu'on rencontre quand on est policier, qui est un métier très dur. On a besoin psychologiquement d'encaisser beaucoup de choses. Justement, les constructions des Lego m'ont permis vraiment de m'isoler, de un peu débrancher là-haut et focaliser sur de la construction, sur de l'amusement. Puis, je l'ai poussé à un tel point que j'ai commencé à collaborer avec la marque qui m'a proposé la licence. Là, j'ai dit oui, mais ils ont dit que la contrainte, c'est que je suis obligé d'abandonner mon métier et de me consacrer pleinement à la licence Lego certifiée professionnelle. Et comme ça, il y a maintenant presque 15 ans où j'ai dit à la police, ciao. Et puis j'ai fondé ma propre boîte. Le choix n'était pas très difficile. Non. Il était quand même risqué parce que quitter un boulot de fonctionnaire, on a beaucoup de garanties, et se lancer dans sa propre entreprise, prenant des risques financiers, c'est pas évident. Et ça ne vous manque pas parce que ce sont quand même deux métiers différents. Lorsque vous construisez des maquettes, vous êtes généralement à huis clos. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes debout, c'est assez physique, mais malgré tout, le métier de policier, c'est quand même un métier d'extérieur qui est confronté souvent à des scènes d'action. C'est un métier, dans les deux cas, on est au contact du public. Et ce qui change, c'est qu'en tant que policier, on voit toujours le malheur. Ah ouais. Alors que là, avec les Lego et les briques, les animations, tout ce qu'on fait, on voit le bonheur, on voit les étincelles dans les yeux des enfants et des adultes dès qu'on fait une vitrine sur Paris à Noël et qu'on voit les gens qui sont passés devant, qui ont les étincelles. C'est ça, le bonheur. On continue ces news médias, Damien, avec un duplex assez chaotique. C'était ce week-end sur BFM TV. Oui, alors nul doute que vous ayez déjà aperçu cette séquence qui, on le rappelle, a tourné en boucle sur les réseaux sociaux ce week-end. Ce samedi, la chaîne d'information en continu couvrait les incendies, vous savez, qui ont embrasé le sud de la France. Et en début de soirée, le présentateur François Gapillan a donné la parole à une journaliste qui était envoyée spéciale dans la région de Narbonne. Et la reporter a commencé son propos en indiquant qu'elle et son cadreur étaient mouillés en raison d'un Canadair qui venait de passer au-dessus de leur tête. Alors c'est assez singulier, hein, en général, c'est que vous êtes un peu près. Quand il y a un Canadair qui vous déverse de l'eau dessus, c'est que vous êtes un peu près. En tout cas, ça veut dire que vous êtes dans une zone où vous ne devez pas être normalement. Voilà. Alors le duplex a été en effet interrompu quelques secondes plus tard par un pompier qui passait par là, qui a exhorté l'équipe à quitter les lieux, qui vous a laissé entrer, aller au rond-point là-bas. C'est ce qu'il a déclaré assez fermement. Alors forcément, les deux journalistes ont été sévèrement jugés par les réseaux sociaux, à tel point que la direction de BFM TV a été contrainte de publier un communiqué, une mise au point. Nos deux reporters travaillaient au vu et au su de tous, sans jamais avoir été inquiétés avant l'incident et sans jamais non plus avoir reçu la moindre consigne de quitter les lieux. Alors le texte qui a été envoyé à la presse dénonce aussi le harcèlement en ligne dont ont été victimes les journalistes qui ont été sur place. Absolument, c'est toujours le problème quand on exerce un métier comme ça dans les médias ou médiatiques, ça expose aux critiques de toutes parts. Vous, Georges, est-ce que vous lisez par exemple ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Est-ce que la communauté Lego est plutôt bienveillante à votre égard? Vous parlez souvent de joie, de bonheur, mais ça peut arriver qu'il y ait des critiques ou des gens qui vous critiquent? Je suis beaucoup critiqué sur tous les réseaux. De toute façon, toute action en France est toujours critiquée. On est vu, c'est pas faux. Vous avez raison. On est vu dans d'autres pays, on est vu autrement. Mais peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer. Maintenant, c'est à vous de voir à quelle hauteur vous êtes critiqué, mais vous êtes aussi félicité. Et regardez aussi l'interprétation des gens que vous avez en direct, ça veut dire sur le terrain, de voir les gens, comment ils réagissent par rapport à vos activités, vos constructions, ce que vous faites. Et pas caché derrière, en ligne, derrière un écran à la maison, tranquillement, derrière un PC à critiquer, ou derrière une vidéo sur YouTube ou d'autres chaînes où on reste un inconnu. Là, non, il faut aller sur le terrain, il faut aller aux proches des gens pour voir qu'est-ce qui ne va pas,
et que ces gens osent aussi vous dire ah ça m'a pas trop plu, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite il faut résumer autre chose, c'est que l'émission elle dure quand même 6 semaines de tournage. Ce que vous voyez à la télévision c'est 2 fois 45 minutes, c'est un hyper concentré, vous ne voyez pas tout. C'est vrai. Mais on va revenir plus tard. Et vous allez nous en raconter. Vous allez nous le raconter. Nous, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on ne voit pas à la télé, justement. On termine ce News Média, Damien, avec le chiffre du jour 647. Oui, alors ça, vous le savez, parce que c'est le chiffre qui a défrayé la chronique durant tout le week-end. C'est le nombre de numéros des 12 coups de midi auxquels Emilien aura participé sur TF1. Le champion âgé de 22 ans seulement a été éliminé du jeu de la mi-journée ce dimanche 6 juillet à l'issue du coup fatal. Alors, le coup fatal, c'est la fameuse manche où les 2 finalistes du jour s'affrontent lors d'une série de questions-réponses chronométrées. Il détient désormais le record du monde de participation à un jeu solo et c'est celui qui aujourd'hui a remporté le gain le plus important en Europe. Il est resté 2 ans non, quasiment à la télé. Un an et 10 mois. Voilà. Il aura amassé la cagnotte, vraiment tenez-vous parce que la somme est assez coquette, 2 566 931 €. Alors là il s'agit de gains, c'est vrai, en euros, mais il s'agit aussi d'étoiles mystérieuses puisqu'il en a décroché 25 et les étoiles mystérieuses ce sont en réalité les vitrines derrière lesquelles se cachent de nombreux cadeaux. Ça peut être des voyages, des scooters, des voitures. Emilien, il a dit qu'il a gagné 12 voitures, je crois, il les a jamais vues d'ailleurs. Il peut ouvrir une concession automobile, mais des boutiques d'électroménager, il n'y a aucun souci pour lui. Genre, si jamais vous gagnez comme Emilien 2,5 millions d'euros demain, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des Lego, j'imagine, ou pas que? Déjà, je continuerai à travailler comme aujourd'hui, je pense. Il faut quand même atteindre l'âge de la retraite, mettre un peu de côté, prévoir pour les enfants, la famille. Et pour important. Le reste, un peu de Lego. Oui. Oui, quand même, un petit peu. Hein. C'est fini, Damien, pour les news. Il y en aura d'autres dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Georges Schmitt. Lego Master saison 5, ça commence ce soir sur M6 en prime time, à ne surtout pas rater. Vous voyez ici la bande-annonce qui vous donne plus qu'envie, évidemment. Beaucoup de nouveautés, des épreuves spectaculaires, des constructions réalisées pour la première fois à l'extérieur du studio et également une nouvelle Brickmaster à vos côtés. On va commencer par ça, après Paulina Aubé et Aveline Stockart. C'est désormais Fuchsia d'Enfer, c'est un pseudo, hein, évidemment, je vous rassure, une spécialiste du paper art qui vous rejoint. Comment ça s'est passé et quel sera vos rôles par rapport à elle, à Fuchsia d'Enfer? Georges, c'est un peu comme avant, vous êtes plutôt le technicien et plutôt l'artiste, c'est ça? Alors au contraire, non, cette saison, on s'est laissé de la liberté pour chacun avoir son point de vue artistique, mais aussi son point de vue technique. Parce que comme elle fait de l'assemblage un peu complexe de paper art, il y a aussi des conditions techniques auxquelles elle doit se soumettre. Et en construction, justement, j'ai fait le tour avec elle sur nos stocks, sur les possibilités de couleurs, de pièces, de formes, pour qu'elle s'imprègne de ça. Et une fois sur le plateau, quand elle avait quelque chose à dire sur une technique, quelque chose qui ne lui plaisait pas ou un conseil à donner, je la laissais faire. Et puis on voit avec les candidats ce qui peut marcher le mieux ou pas pour eux, sans trop les aider non plus, et rester surtout pour tout le monde équilibré, pour pas qu'il y ait de soucis ou d'avantages. Alors c'est vrai qu'en 5 saisons, c'est la 3e à officier à vos côtés. Ça veut dire que c'est très compliqué de cohabiter avec vous. Pourquoi ce roulement si intense? Vous ne bougez pas, mais par contre à côté ça change, hein, c'est vrai. Je pense que c'est un choix de la production. C'est plutôt la question à leur poser à eux. Parce que là-dessus, je n'interviens pas. Mais bon, en tout cas, vous restez toujours. Alors, c'est vrai qu'aussi, vous travaillez sur les franchises internationales. Hein, donc, vous avez aussi une vraie hauteur de vue internationale sur cette émission. Il y a mon expérience personnelle déjà en termes de construction depuis pas mal d'années. Mais il y a aussi la collaboration avec le groupe et d'autres maisons de production dans le monde. Comme là, on va retourner au Japon pendant 2 semaines pour un tournage là-bas. Sur la saison 3 de Lego Master, j'ai fait celle en Espagne, en Norvège, Finlande. J'aide aussi sur les productions allemandes. Donc, j'ai un regard en fait des différents pays, des différents niveaux de chaque pays et de ce qu'on peut faire comme défi dans chaque pays. Alors, parlons d'Éric Antoine, parce que vous êtes là avec lui depuis le début, depuis 2020. Alors, première question importante, comment vous faites pour tenir le coup? Ça doit pas être facile de travailler avec un animateur aussi déchaîné que lui, non? Comment vous résistez, Georges? Au début, c'était un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on le voit à la télé, on le voit d'un seul coup, on le voit en vrai. Et en fait, non, il est très grand, très grand. Oui, très grand. Bon, il fait une tête de plus que moi. Mais dans son comportement, il est très humain, il est très proche. Il m'a guidé dans mes premiers pas en tant que juré, parce que lui-même est juré sur Incroyable Talent, donc il a une grande expérience. Il a été une grande aide, justement, pour me
me guider dans ce job de jurer devant l'écran. Mais la collaboration sur le plateau, ça va, c'est fluide, on arrive à se marrer aussi, à se chambrer aussi. Ouais, ça c'est un rêve. Ouais. Oui. Du coup, deuxième question, vous avez une prime de risque ou pas pour travailler avec lui? On ne sait jamais, hein, parce que parfois on le voit, hein, quand il va détruire des Lego, il a un visage de tueur, hein, par exemple. C'est pour ça que je m'éloigne toujours quand il fait les cascades. C'est vrai que vous êtes loin, ouais. Vous êtes assez loin en général. C'est vrai que l'un des temps forts de la saison aussi, ce sont les épreuves qui vont se dérouler en extérieur, notamment au Bourget. Racontez-nous, c'était comment? Ça devait être incroyable. Ah oui, cette ambiance en extérieur, en mode Top Gun sur les pistes, c'était vraiment génial. C'est pour l'épreuve de la tour la plus haute, hein, qui est un grand classique de Lego Master. Qui devient un classique, un peu l'épreuve totem de Lego Master en France. Ce défi des tours qui est toujours très technique et très rapide. Il y a une méthode qui existe, mais tout le monde ne l'a pas encore. Il y a toujours ce problème d'équilibre pour maintenir ces briques en l'air, cette construction et empiler les uns sur les autres. Ça devient de plus en plus dur, mais chaque année, on arrive de plus en plus haut. Et vous, la tour la plus haute que vous pourriez faire, elle serait à quelle hauteur exactement? Alors actuellement, c'est le record du monde. Elle fait 34 mètres. C'était celle qui était faite sur Kid Expo au parc des expositions. La tour Eiffel, c'était une tour Eiffel? Non, c'était juste une construction haute. Mais j'ai le record du monde aussi de l'éolienne la plus haute de 7,92 m qu'on a exposée à Liverpool en 2017. Ah donc, oui. Et ça, vous arrivez à le faire en une seule fois ou bien ça s'écroule et vous devez tout refaire à un moment donné, comme un château de cartes? Non, on a beaucoup plus de contraintes techniques. Ça veut dire ce qu'on a fait sur Kid Expo il y a quelques années, la tour, elle était construite sans structure, juste avec les câbles de soutien. Et quand on fait des événements publics, on est quand même obligé d'intégrer des structures en acier, de faire un assemblage des briques techniques pour que ça maintient ensemble, pour éviter les risques d'accident. Parce que imaginez une pale d'éolienne, ça fait dans les 700 kilos. Si ça tombe sur le public, c'est une mort un peu singulière. C'est dangereux. Alors, on évite toujours les dangers. On l'a vu dans les images aussi, il y a une épreuve incroyable de nuit au Muséum d'Histoire Naturelle. Racontez-nous, alors sans trop spoiler évidemment, on a vu quelques images, mais l'ambiance devait être incroyable, non? C'était inimaginable d'être dans ce lieu mythique de nuit, dans ce musée privatisé presque. C'est ça. Vous êtes pris pour Ben Stiller, la nuit au musée. Exactement. En plus, dans une ambiance d'éclairage qui était géniale, avec des constructions très belles. Je ne vais pas vous relever, mais non, bien sûr, on a vu une chouette là dans la bande-annonce qui est Je pense, incroyable. Parmi toutes les productions sur lesquelles je travaille, cet épisode-là, c'était le plus beau. Le plus beau. Oui, parce que vous en connaissez beaucoup des productions internationales. D'ailleurs, quelles sont les différences entre les productions, par exemple, que vous pouvez développer au Japon, en Finlande, et celles que vous développez en France? Est-ce qu'il y a vraiment des différences culturelles? Est-ce qu'il y a des différences de niveau aussi dans les candidats? Alors, effectivement, il y a des différences de niveau dans les candidats, parce que si vous allez dans le sud, ils ont moins d'activités de construction de Lego. Vous allez jusqu'au Portugal, là-bas vous trouvez beaucoup de designers. Vous allez dans le nord, dans les pays nordiques, ils passent beaucoup de temps à la maison, mais plus sur les jeux de société que sur les Lego. Par contre, vous restez Europe centrale, France, Allemagne, Pologne, là il y a une zone où l'activité est équilibrée. Et c'est là où on trouve les plus grands talents. Et ensuite, vous allez quelque part au Japon, où vous êtes carrément à l'opposé. Eux, ils ont un manque d'espace, et ils ne peuvent pas faire comme vous, avoir une grande collection dans le grenier. Ils ont un espace très réduit, donc ils vont se limiter à faire des petites constructions, mais finement détaillées et très bien réalisées. Donc le technicien que vous êtes est comblé, quoi. Là-dessus plutôt. Alors l'an dernier, vous avez eu le youtubeur Amixem en guest star. Cette année, on les a vus dans la bande-annonce. Ce sont McFly et Carlito qui vont vous rejoindre. Comment ça s'est passé avec eux et surtout, je voudrais après que vous m'expliquiez pourquoi les youtubeurs, on les voit beaucoup, sont très fans de Lego, de leurs vidéos de construction font des millions de vues, mais c'est absolument incroyable. Comment vous expliquez cet engouement, Georges, autour notamment des youtubeurs? Alors justement, la plupart avec qui j'ai bossé dans le passé, il y en a un paquet maintenant, entre Squeezie, Michou, Inoxtag, Amixem, Amixem aussi, on a fait la maison avec 1 million de briques. Ils sont tous fans aussi de Lego, et à chaque fois, ils cherchent un médium pour créer un événement, pour le présenter au public, et généralement, nous, c'est la petite main derrière, avec mon équipe, et on va fabriquer une maison avec 1 million de pièces.
où on va leur préfabriquer les grandes pièces et puis ils vont faire vidéo à assembler la pièce. On a débarqué chez Lena Situation, on a vidé son appartement, on a tout remplacé à l'identique en briques Lego. Ah oui. Donc vous voyez, il y a toujours un sujet à exploiter, à faire un événement, à créer quelque chose de sensationnel pour le communiquer au public. Et ces influenceurs, ils adorent faire ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Lena Situation? Enfin, qu'est-ce qu'elle vous avait fait pour que vous remplaciez tous ces meubles par des Lego? Enfin, c'était une punition. C'était un prank ou elle était au courant? Non, elle n'était pas au courant. Il y avait son Julien qui était dans la combine et c'était un truc qu'on a fait avec McFly et Carlito. Il y a quelques années où, c'était pendant le Covid, on a fait ça discrètement, on s'est organisé pendant qu'elle était au tournage à faire ça en opération commando. Il y avait aussi son père qui était dans la boucle. Elle a adoré, elle était surprise. On va voir cette vidéo alors. Elle était surprise, mais elle a adoré à tel point qu'il y a beaucoup d'objets qu'elle a gardés après et d'autres qu'elle a offerts sur les réseaux. Elle a revendu tous ses meubles. mais j'imagine que c'est incroyable de voir cette nouvelle génération, parce que c'est vrai que ces youtubeurs s'adressent à un public plutôt jeune. J'imagine que ça vous fait plaisir, vous, de voir cette passion Lego passer de génération en génération sur les plus jeunes, en fait. Ce sont les nouveaux moyens de communication via les réseaux, et effectivement, il y a un monde dehors qui adore visionner ce genre de choses et d'opérations. Et si je peux en être avec mon équipe, on y va. Alors parlons aussi du casting de cette nouvelle saison de Lego Master. Au total, ce sont 8 binômes qui vont s'affronter. Il y a un duo belge, une belle fille et son beau-père, un couple divorcé, des amis d'enfance, des éternels ados. Quels sont ceux qui vous ont, vous, à titre personnel, vraiment surpris lors de cette saison? Oula, alors il y a déjà... On va pas spoiler évidemment, mais il y en a qui vous ont surpris, surpris, oui, où je me suis dit, bon, le niveau au début, c'est pas ce que j'espérais, mais il y a la difficulté, vous venez sur un plateau télé, vous n'avez jamais fait de télé avant, vous n'avez jamais fait d'interview, ne serait-ce que de parler, communiquer, de rephraser une question sans qu'on entende la question pour que le public comprenne, mais de quoi il parle, puis en même temps construire, réfléchir à sa construction, dans un délai qui est très très serré, parce que quand vous êtes à la maison, vous avez tous les week-ends, vous avez du matos, vous n'avez pas une pièce. Alors serré, parfois ils ont 8, 10, 12 heures pour le faire, mais ça reste quand même 12 heures. Très short. Achetez un set dans le commerce et voyez combien de temps vous prenez à le monter. Oui, je sais. Là, il faut le créer à partir des pièces qui sont en stock. Certes, il y a un gros stock de 4 millions de pièces, avec une grande variété, beaucoup de couleurs, mais des fois le choix est trop grand, des fois vous ne trouvez pas une pièce qu'il vous faut. C'est très compliqué pour eux. Mais au fur et à mesure de la compétition, avec tous les conseils qu'on leur donne, le coaching qu'on fait Fuchsia et moi, ça leur permet d'évoluer, de grandir au fur et à mesure de la compétition et de construire de mieux en mieux et atteindre la finale. Et justement, comment les candidats sont sélectionnés? Est-ce qu'ils passent des épreuves? Alors, je ne sais pas si vous êtes derrière, Georges, si vous voyez... comment se passe la sélection? Par exemple, demain, je veux m'inscrire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous envoyez votre candidature à la production Endemol, avec un dossier de votre collection, de votre savoir-faire, de ce que vous avez construit. C'est quoi, des photos en général, des vidéos? En général, des photos, des vidéos de présentation aussi, parce que d'un côté, on va regarder votre capacité à construire, à créer des choses, mais de l'autre côté, il y a aussi le côté télévisuel, où la production va regarder votre profil, comment vous matchez en binôme. Et ensuite, il y a une audition qui se passe où on va leur demander en 2 heures une partie technique à construire une sphère de Lowell. Oui, vous vérifiez quand même vous-même. Voilà, voir leur capacité à construire. Des fois, il y en a qui échouent. Et ensuite, sur l'interprétation de l'histoire, ou raconter son histoire à travers une construction, on arrive à facilement identifier ce que vous voulez construire. Et on voit certaines techniques qui nous permettent de savoir qui peuvent encore évoluer jusqu'à atteindre le premier jour de tournage. Et ensuite, à travers la compétition, atteindre un meilleur niveau. Et quelle sera l'épreuve la plus difficile cette année dans Lego Master? Parce que je sais qu'il y a des saisons où parfois il y a des épreuves qui s'étendent même sur 24 heures. Elles sont toutes difficiles. Toutes difficiles. Même celles qui paraissent simples. Jusqu'à la finale, 24 heures, ça peut paraître long. Mais ça l'est. Et en fait, non. C'est très très court. C'est incroyable. Mais comment ça se passe d'ailleurs en coulisses? Parce qu'évidemment, on ne voit pas les 24 heures devant notre télévision. Forcément, il y a un montage qui est fait. Les candidats, ils vont manger à un moment donné. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent prendre un sandwich triangle pour perdre le moins de temps? Comment ça se passe? Oui, il faut qu'ils dorment un petit peu. Donc, effectivement, il y a des pauses. Ils ne font pas comme des fois, moi, je faisais 10 ou 12 heures d'affilée. Non, ils ont des pauses. Ils font des épisodes de 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ça leur permet aussi un peu à manger, à échanger avec les camarades, de
se reposer un peu la tête pour pouvoir se concentrer sur des nouvelles idées, apporter un peu de fraîcheur dans la construction. Et au bout des 24 heures de construction, on voit les résultats qui sont juste géniaux. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là? Est-ce que vous faites votre vie? Est-ce que vous revenez de temps en temps regarder? Parce que c'est vrai que quand on voit le montage, vous l'avez dit, c'est très raccourci. On vous voit de temps en temps passer. Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, sur une construction de 12 heures? Vous n'êtes pas là pendant 12 heures, quand même. Si, ah ouais, vous êtes là. On me voit très peu, ou alors on nous voit, parce qu'il y a Fuchsia oui, aussi. bien sûr, il y a Fuchsia. On nous voit très peu à l'écran, mais en réalité, comme les caméras sont placées dans l'allée centrale, je suis derrière les caméras dans ce couloir à observer ce qu'ils font de loin, voir quand ils galèrent, s'ils sont sur la bonne voie. Mais je reste en permanence à les observer pour voir s'ils ne vont pas se planter ou surestimer leur projet, parce que des fois, ils ont des idées qui sont géniaux, mais ils n'ont pas le savoir-faire ou les matériaux pour les réaliser, ni le temps. Des fois, dès la première saison, je suis déjà allé voir des candidats dire « Votre projet il est bien, mais vous risquez de ne pas finir dans les temps. » Et au bout de 2-3 heures, retournez les voir. Je dis, là, vous avez fait 10%. Vous avez déjà dépassé 50% de votre temps. Est-ce que vous croyez que vous allez réussir, ou est-ce que vous allez changer enfin de technique pour pouvoir réussir votre projet, aller jusqu'au bout? Oui, absolument. Donc des fois, on est obligé de les provoquer un peu pour dire, vous n'allez pas y arriver. Alors ça, c'est votre exigence, parce que vous êtes le technicien un peu de la bande, il faut le dire. Vous êtes exigeant. Les candidats disent souvent que c'est vous, Georges, qui redoute le plus, à juste titre ou pas? C'est vrai que souvent, on les voit en début de scène, oh là là, Georges, j'ai peur de lui et de ce qu'il va dire. Pour certains, oui, ils me considèrent comme un dieu ou qu'un personnage, mais non, je suis comme tout le monde. J'ai des failles aussi, mais j'ai une très bonne connaissance et surtout une mémoire photo qui est importante. Donc, le catalogue de pièces, je connais quasiment toutes les pièces par cœur. Bien sûr. Les formes, leur usage. Et ce que j'adore trouver, c'est justement quand j'ai une nouvelle pièce ou que Lego conçoit une nouvelle pièce, c'est de trouver une astuce, comment la réutiliser autrement. Et est-ce que, comme dans certaines marques de jeux, par exemple, je pense à Playmobil, Lego, c'est un bon moyen aussi d'investissement? Je sais qu'il existe aussi beaucoup de Français, de personnes dans le monde qui investissent dans des Playmobil ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire ça aussi chez Lego? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont particulièrement chères? Alors, effectivement, il y a des pièces qui sont très chères en fonction de la rareté de leurs produits. Donc, effectivement, vous prenez une boîte, la dernière à jour, c'est une boîte qui est de la gamme City qui vaut dans les 100 €, si je me souviens bien. Et dedans, il y a un pigeon parisien. Ce pigeon parisien se vend actuellement à prix d'or. Donc vous avez des collectionneurs qui vont sur des sites parallèles, qui s'échangent. Des personnages aussi, des mini, ce qu'on appelle les mini-figurines qui valent une fortune. Dès qu'on va dans du Harry Potter, dans du Star Wars, dans de la licence, c'est très cher, très évalué. Et quand vous dites à prix d'or, c'est à combien que ça peut se revendre? Je crois qu'actuellement, ce pigeon, c'est dans les 6-7 €. Ah oui, quand même. D'accord. J'ai des figurines d'Harry Potter qui valent jusqu'à 100-120 €. J'ai Mister Gold que j'ai eu par un coup de chance dans un sachet. Actuellement, c'est dans les 1500 €. Oui. Ah oui, c'est le trésor. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que parfois les Lego sont chers, de plus en plus chers. C'est aussi votre avis, Georges? Parfois on a des limites, parce que c'est vrai que c'est une passion, mais on trouve des sets aujourd'hui de plus en plus chers. Moi-même, j'ai vu l'évolution des prix depuis 40 ans, par rapport au nombre de pièces, par rapport à ce qu'il y a dedans, etc. Oui, les prix évoluent, c'est cher, mais comme la société aussi, l'inflation augmente, il y a plein de choses qui augmentent. Mais quand on regarde les produits d'autres marques qui sont à côté, similaires, avec des briques d'assemblage, ce qui change énormément, c'est la qualité des pièces. Il y a une très grande différence. Et le groupe, là je ne parle pas au nom du groupe, mais je parle surtout de mon point de vue extérieur, qui achète des millions de briques chaque année dans ce groupe. Ils investissent énormément dans l'utilisation de produits recyclés pour remplacer la provenance du plastique pétrole d'ici 2030. Vous avez des pièces vertes qui actuellement ont du maïs dedans, d'autres produits agricoles. Ils trouvent des solutions, ce que les autres marques ne font pas. Effectivement, ça a un coût. C'est un produit de haute qualité, comparable à des marques comme Ferrari ou autres. Absolument. Donc, ils ont un standard qui doit correspondre surtout à la sécurité des enfants et de garder un amusement. Bien sûr. Il y a un détail qui est très important, et c'est de démonter 2 plaques de la marque Lego. Un enfant doit pouvoir les démonter sans être fatigué. S'il est fatigué de ce produit-là, il va aller voir un autre produit, Playmobil, etc. S'il prend ces mêmes plaques d'un autre fabricant, et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de mal à les désassembler. Il y a ça aussi qui fait la différence. Et c'est évidemment important. Merci Georges Schmitt d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve dès ce soir, 21h10. On ne rate pas sur M6 la nouvelle saison incroyable de Lego Master. On vous souhaite une belle saison, plein de belles constructions. Et nous, Damien, on sera là dès demain avec le producteur, le célèbre producteur de documentaires Tony Comici. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.